Quand les institutions d'un État deviennent des propriétés familiales, ce n'est plus une nation qui se construit, c'est un empire dynastique qui se perpétue. Et pendant que des empires familiaux se consolident, c'est toute une nation qui s'effondre. Les résultats du concours de l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun révèlent une fois de plus une réalité que beaucoup soupçonnent, mais que peu osent nommer. La capture systématique des institutions publiques par une élite consanguine qui se reproduit et se protège au détriment de 99% de la population. Sur 30 premiers admis, une proportion alarmante est constituée d'enfants de ministres, de directeurs généraux, de hauts gradés militaires et de parlementaires du parti au pouvoir. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la mécanique implacable d'un système qui a fait du mérite une fiction et de la compétition équitable une mascarade. Premier constat, la mort de la méritocratie. Dans tous les pays qui ont réussi leur développement, de la Corée du Sud à Singapour, de la Chine au Rwanda, un principe fondamental a été respecté. Les postes stratégiques doivent être occupés par les plus compétents, indépendamment de leur origine sociale. C'est ce qu'on appelle la méritocratie. Quand Lee Kuan Yew a transformé Singapour, il a sélectionné systématiquement les meilleurs cerveaux, qu'ils viennent des bidonvilles ou des quartiers huppés. Quand Paul Kagame reconstruit le Rwanda post-génocide, il impose une discipline de compétences implacable. Résultat, ces pays, hier précédés comme perdus, surpassaient aujourd'hui des nations africaines autrefois plus prospères. Le Cameroun fait exactement l'inverse. En réservant les grandes écoles et les hauts postes aux enfants de l'élite, le régime se prive toujours de 99% des talents potentiels du pays. C'est un programme national de suicide. Deuxième constat, la reproduction des incompétences. Le népotisme ne produit pas seulement de l'injustice, il produit de l'incompétence structurelle. Pourquoi? Parce qu'un enfant de ministre qui sait qu'il réussira quoi qu'il fasse n'a aucune incitation à exceller. Un étudiant qui sait que son nom de famille vaut plus que son diplôme ne développera jamais le génie, la créativité ou l'acharnement nécessaire à l'innovation. Pendant ce temps, le jeune talent brillant, né dans un village de l'Ouest, du Nord ou du littoral, qui aurait pu devenir le prochain grand économiste, le prochain ingénieur visionnaire ou le prochain stratège politique, abandonne ses rêves. Il devient motocycliste. Et pour toute reconnaissance de son existence, il reçoit 2000 francs CFA de carburant distribués dans une opération de communication politique aussi cynique qu'humiliante. Le message est clair. Reste à ta place. Les métiers nobles sont réservés. Pour toi, il y a le secteur informel, la précarité et la répression quotidienne. Troisième constat, l'aggravation des fractures sociales. Une société peut tolérer des inégalités si elle croit en la possibilité de mobilité sociale. Les États-Unis, malgré leurs défauts, ont longtemps fasciné le monde avec le rêve américain. L'idée que n'importe qui, par le travail et le talent, peut réussir. Quand ce rêve meurt, quand les ascenseurs sociaux sont définitivement bloqués, les sociétés explosent. C'est ce qui a déclenché les printemps arabes. C'est ce qui alimente les tensions sécessionnistes. C'est ce qui nourrit le désespoir, qui pousse des milliers de jeunes Camerounais à traverser le désert et la Méditerranée au péril de leur vie. Le népotisme institutionnel n'est pas qu'une injustice morale, c'est une bombe à retardement social. Chaque jeune brillant exclusif au profit d'un enfant de ministre devient un ennemi potentiel du système. Multipliez cela par des milliers, par des dizaines de milliers chaque année, et vous comprenez pourquoi certaines régions du pays sont en ébullition permanente. Quatrième constat, le retard stratégique dans la compétition mondiale. Nous sommes en 2025. L'intelligence artificielle transforme les économies. La révolution numérique redessine les rapports de force. L'Afrique est l'objet de toutes les convoitises géopolitiques entre la Chine, les États-Unis, l'Europe et les puissances émergentes. Dans ce contexte de compétition féroce, seuls survivront les pays capables de mobiliser l'intégralité de leurs ressources humaines. Le Rwanda tient des centres de données internationaux.
Le Kenya devient un hub technologique. L'Éthiopie, malgré ses crises, investit massivement dans l'éducation et les infrastructures. Et le Cameroun? Le Cameroun continue de fonctionner comme une monarchie féodale du XVe siècle, où le sang et le nom comptent plus que le talent et le travail. Parlons franchement. Comment le Cameroun peut-il prétendre à l'émergence en 2035 quand ses institutions forment les enfants de l'élite plutôt que son élite intellectuelle? Comment peut-il développer une économie compétitive lorsque les postes stratégiques sont distribués sur base familiale plutôt que sur base de compétences? C'est impossible, strictement impossible. Cinquième constat, la fuite des cerveaux s'accélère. Le népotisme a une conséquence directe et mesurable. Il pousse les meilleurs à partir. Pourquoi un jeune Camerounais brillant resterait-il dans un pays où il sait que, quels que soient ses efforts, il sera toujours dépassé par le fils du ministre? Alors ils sont parents. Ils vont au Canada, en France, aux États-Unis, en Allemagne. Et là-bas, libérés du carcan du népotisme, ils sont excellents. Ils deviennent médecins, ingénieurs, chercheurs, entrepreneurs. Mais leur talent profite à d'autres nations. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Et c'est le prix le plus élevé que paye le Cameroun pour maintenir son système de privilèges. Pendant que le régime distribue les places de l'ENAM aux enfants de ministres, le Canada, les États-Unis et l'Europe récoltent les génies camerounais formés aux frais du contribuable camerounais. C'est une spoliation à double niveau. On exclut les meilleurs du système national et on l'offre gratuitement aux puissances étrangères. Sixième constat, la corruption systémique commence ici. Comprenons bien la chaîne causale. Lorsqu'un étudiant obtient sa place à l'ENAM, non par mérite, mais par connexion familiale, il apprend une leçon fondamentale. Dans ce pays, les règles ne s'appliquent pas de manière égale. Le système peut être contourné. Les institutions sont des façades. Cette leçon, il l'emportera toute sa vie. Devenu administrateur, magistrat ou haut fonctionnaire, pourquoi respecterait-il fréquemment les règles qu'il a lui-même violées pour accéder à son poste? Le népotisme à l'entrée produit la corruption à la sortie. C'est mathématique. C'est ainsi qu'on construit un État où tout s'achète, où rien ne fonctionne selon les procédures officielles, où chaque service public devient une opportunité d'extorsion. Et ce sont les citoyens ordinaires qui paient le prix de cette déliquescence institutionnelle. Septième constat, le Cameroun dans le monde de 2030-2040. Projetons-nous. Si ce système continue, où sera le Cameroun dans 10-15 ans? L'Afrique de l'Est poursuit son ascension. Le Rwanda, le Kenya, l'Éthiopie construisent méthodiquement leur capital humain et leurs infrastructures. L'Afrique de l'Ouest, malgré le chaos sécuritaire, voit émerger des dynamiques nouvelles, portées par des populations jeunes et connectées. Et le Cameroun, prisonnier de cette dynastie, incapable de mobiliser ses talents, saigné par la fuite des cerveaux, miné par les tensions sécessionnistes, nourri par l'injustice systémique. Le pays risque de devenir un État failli de plus, une statistique de plus dans les rapports sur le sous-développement africain. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'analyse froide. Aucun pays dans l'histoire moderne n'a réussi son développement en maintenant un système de caste déguisé. Huitième constat, la question de la légitimité. Un régime tire sa légitimité de sa capacité à servir l'intérêt général. Quand les élections sont contestées, quand les concours sont truqués, quand les institutions servent à enrichir et à perpétuer une élite, la légitimité s'effrite. Ce qui reste, c'est la coercition pure, la force, la répression. Mais l'histoire nous enseigne que la coercition seule ne peut maintenir indéfiniment un système rejeté par la majorité. Tôt ou tard, quelque chose cède. Le régime camerounais semble parier sur sa capacité à maintenir indéfiniment le statu quo par la force et la manipulation. C'est un pari risqué dans un monde où l'information circule, où les injustices se documentent, où les consciences s'éveillent. Neuvième constat, le coût d'opportunité astronomique. Chaque place à l'ENAM
donné à un enfant de ministre au détriment d'un candidat plus méritant, c'est un juge moins compétent, un administrateur moins efficace, un décideur moins visionnaire. Multipliez cela par toutes les institutions, tous les concours, tous les postes stratégiques pendant des décennies. Le coût d'opportunité est astronomique. C'est le coût de tous les projets qui ne seront pas bien gérés, de toutes les réformes qui ne seront pas mises en œuvre, de toutes les innovations qui ne verront jamais le jour parce que les personnes aux commandes doivent leur position à leur nom plutôt qu'à leurs compétences. C'est la différence entre un Cameroun prospère, innovant, équitable et le Cameroun actuel. L'urgence du réveil. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Le monde n'attend personne. La révolution technologique, la transition écologique, les nouvelles configurations géopolitiques vont redéfinir la hiérarchie mondiale dans les 20 prochaines décennies. Les pays qui auront mobilisé leurs talents, construit des institutions méritocratiques, investi dans leur capital humain, prospéreront. Les autres sombrent. Le choix devrait être évident. Mais tant que le système actuel persiste, tant que les institutions restent des propriétés familiales, tant que le mérite reste une fiction, le Cameroun s'enfonce. Ce n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Un choix fait chaque jour par ceux qui contrôlent le système et qui en profitent. Un choix qui sacrifie l'avenir de 28 millions de Camerounais sur l'autel des privilèges de quelques milliers. L'histoire jugera. Elle juge déjà.